Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle lecture de sciences sociales. On est toujours sur En toute puissance de V6 et on est plus particulièrement sur une partie concernant la police. On va pas se mentir, les dernières VOD ont dû être assez lourdes, ou la dernière VOD, je sais plus si c'est les deux dernières ou seulement la dernière. On avait tous les éléments de témoignage en fait qui étaient là et qui étaient lourds, qui étaient vraiment très très lourds. Du coup, au bout d'un moment, on a fini par ne plus lire les évidemment poulet. Donc je disais, on a fini par arrêter de lire les témoignages parce qu'ils étaient vraiment durs, il y en avait vraiment beaucoup et juste trop, donc on est passé à autre chose. On a continué à lire évidemment les textes d'analyse explicatifs à côté. J'ai laissé un peu de temps pour que en soi les personnes puissent lire si ils voulaient absolument lire les messages, les témoignages, mais c'est vrai que c'est quand même vachement lourd. Aujourd'hui, on reprend sur une nouvelle partie puisqu'on est sur plus particulièrement l'autodétermination des policiers. Donc on va plus être sur des témoignages, on va être sur des éléments un peu annexes autour. Le chat ? J'ai le chat qui me bloque le bras, évidemment. Et merci beaucoup à Besoin, merci énormément pour le follow. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc on s'était arrêté juste là, c'est ça ? J'ai l'impression qu'on s'est arrêté sur une nouvelle partie, mais non, ça doit être là, ma foi. Attendez, c'est simple en vrai. J'ai noté les pages où je m'arrête à chaque fois. 467, on est page 467, on est bon. C'est bon, on est bien. Du coup, c'est parti pour la lecture. Comme d'habitude, que ce soit dans les commentaires YouTube ou dans le chat, vous n'hésitez pas. Je peux te dire un truc ? Non. Non. Vous n'hésitez pas, vous en parlez, vous mettez un commentaire, vous mettez un blabla dans le chat, que ce soit un écho dans votre vie, que ce soit une demande de précision, que ce soit des échanges, quels qu'ils soient. Bref, on est là pour apprendre et apprendre ensemble. J'apprends tout autant que vous. Donc pour le coup, il ne faut absolument pas hésiter à faire de l'échange parce que c'est fait pour quoi. C'est fait pour. Si l'on fait une revue des problèmes rapportés par les policiers témoins, il y a à la fois des problèmes avec les aspirations, les besoins sapés, et d'autres plus difficiles à catégoriser dans la SDT, comme la noirceur du métier, les discriminations, les violences. Concernant les aspirations, on voit que certains policiers arrivent avec des aspirations intrinsèques, mais qu'ils font face à des aspirations extrinsèques, qui changent le sens du métier qu'ils avaient en tête, car la structure fonctionne tout d'abord à la politique du chiffre, à un benchmark, qui donne lieu à des dérives au niveau du sens du métier. Par exemple, dans un témoignage que nous n'avons pas cité, il s'agit de faire des PV pour faire des PV. Et pour cela, l'équipe exploite un rond-point mal signalisé où quantité de personnes sont en faute à cause de la signalisation. Cela ne règle aucun problème de sécurité en soi, c'est juste exploiter un environnement qui est mal conçu pour faire du chiffre. Alors pour rappel, je remets toujours de temps en temps des définitions. La SDT, c'est la... Ah, j'ai plus l'acronyme. Attendez, je vais aller le chercher sur internet, j'ai oublié l'acronyme. Acronyme SDT, psycho. La théorie, non mais ça c'est en français, merci Captain Obvious. Est-ce que je peux l'avoir en anglais ? Ah, je l'ai plus en anglais. Je sais plus en anglais. Ah bah voilà, merci. Bonjour V6, c'est elle l'autrice. Voilà, sachez que si vous lisez des trucs qui sont bien, c'est à cause d'elle. Grâce à elle, c'est plus positif grâce à elle. Self-Determination Theory, voilà, donc théorie de l'autodétermination, puisque on est en train de lire un manuel de l'autodétermination, vous vous doutez bien qu'il y a un certain lien. Mais voilà, c'est donc la Self-Determination Theory. Tout ce qui est benchmark, on en a déjà parlé notamment quand on a fait toute la lecture de sciences sociales sur les planeurs, les métiers de management à distance dans le sens qu'ils ne font pas le métier qu'ils vont manager. C'est tout ce qui va être le fait en fait de faire des comparaisons, parfois des comparaisons un peu foireuses, entre différentes personnes qui font des métiers ou des tâches assez équivalentes et qui du coup vont donner des objectifs qui parfois sont totalement irréalisables, notamment dans le livre qu'on avait lu avant de lire En toute puissance. On avait donc lu un manuel par rapport à, enfin pas un manuel mais une étude qui était faite sur les métiers des planeurs, et globalement ça nous faisait comme exemple au niveau du benchmark le fait qu'une entreprise qui avait des succursales partout en France regardait les chiffres des ventes des commerciaux et donnait des objectifs de coût aux commerciaux en fonction des meilleurs chiffres des autres. Le problème, c'est que du coup, ils se retrouvaient à demander à des commerciaux qui étaient au fin fond du Jura, dans un coin paumé, vraiment paumé,
de faire des chiffres de vente équivalents aux chiffres de vente d'un magasinier à Paris. Où il y a du coup une légère différence, c'est la quantité de population. Et du coup, comme il y a un petit problème de quantité de population un poil différent, bah, d'un côté les chiffres finalement c'est un peu la base, c'est un peu facile à obtenir, de l'autre côté c'est tâche impossible. Et vous voyez, c'est là où les benchmarks, c'est pas le truc le plus intelligent des fois. Disons que c'est un peu discutable. Les planeurs, on en voit pas mal sur les crêtes du Jura. Oh, c'est rond. Oh, c'est rond. Je t'aime, hein, c'est rond, mais oh là là. Oh là là. Bon, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a un autre élément bon, les PV, c'est les amendes qu'il y a, si jamais vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il y a un autre terme qui était éventuellement pas clair? Je pense que c'est tout. Bon, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous le dites. Surtout que, du coup, on a V6 a priori dans le fond. Donc, ça sera d'autant plus facile d'avoir des réponses adaptées. Et coucou Méditation, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Je vous laisse, belle journée tout le monde. Et ben des bisous Sergueï, merci d'être passé, ne serait-ce que faire un petit coucou. J'espère que tu passeras une aussi bonne journée que possible. Et du coup, je continue. Il peut y avoir aussi une violence intéressée, parce que la structure ou les environnements alentours le permettent, le rétribuent, le valorisent comme chiffre de réussite. Rappelons-nous, au passage, que les chercheurs de la SDT avaient découvert dans leurs expériences que les aspirations extrinsèques étaient liées aux préjugés, notamment lorsque c'était médié par une orientation contrôlée de la personne. En conséquence, ne serait-ce que sous l'angle de l'aspiration extrinsèque, à la fois impulsée par la structure, saisie par l'individu et répondant par la performance du chiffre, ou encore par cette unique attente de la retraite ou d'un avancement de carrière, comme l'évoque Yann, on peut déjà postuler que l'impartialité et l'absence de discrimination sont entravées par ces aspirations extrinsèques structurelles et leurs encouragements par la structure. L'aspiration intrinsèque, notamment celle de régler les problèmes sans violence ou sans discrimination, de faire dans le social, est dévalorisée, elle est moquée. Elle n'est nullement encouragée, elle est non valorisée par la structure, puisque cela n'entre aucunement en compte pour le service de la politique du chiffre. Au contraire, il est attendu par la structure d'être répressif plutôt que de régler le problème avant qu'il n'advienne. Le problème doit advenir pour que s'exerce une répression qui sera considérée comme un bon travail bien comptabilisé, qui valorisera l'efficacité de la structure. Dans une logique extrinsèque, il est donc censé de provoquer le maximum de problèmes avec les personnes, car la répression pourra être engagée, et ce, afin de satisfaire la politique du chiffre. La prévention ou la résolution de problèmes est considérée nulle dans ces comptes, voire elle est interprétée comme de l'inefficacité, puisqu'elle est invisible. Et là, on revient encore une fois sur des notions qu'on a déjà évoquées. Par exemple, on a quand même assez régulièrement, que ce soit sur mes streams ou si vous êtes sur d'autres streams, par exemple l'anti-stream. Oui, c'est une chaîne de stream, l'anti-stream. Oui, c'est normal, tout est normal. L'anti-stream fait quand même pas mal de retours sur notamment les manifestations, sur comment ça se passe et comment notamment au niveau de la police, il y a des problèmes en manifestation, souvent à partir du moment où il y a de la police. Parce que justement, les forces de l'ordre vont venir notamment faire du chiffre, et pour faire du chiffre, vont faire exprès d'avoir tout un tas de comportements, qu'ils en aient conscience ou pas, qui vont être en fait sujets à déclencher des violences, que ce soit de leur côté et du côté des manifestants. Et c'est là où on voit bien justement qu'ils ne sont pas là pour régler le problème. Généralement, il y a tout un tas de manifestations qui se passent très bien pendant un bon moment, et puis d'un coup, vous avez les forces de l'ordre qui arrivent, qui commencent à faire des mouvements, par exemple pour nasser, qui commencent à faire des contrôles d'identité, à avoir tout un tas en fait de fonctionnements qui sont répressifs, qui sont violents, qui viennent provoquer et qui du coup vont factuellement faire ce qu'ils font, provoquer, et donc du coup faire monter des tensions, et du coup pouvoir après justifier de dire ah bah voyez, ils ont été violents. C'est pour ça que notamment, je reviens encore dessus, on a déjà fait ça la semaine dernière, mais ACAB, c'est ultra pertinent. Je le rappelle, ACAB, c'est All Cops are Bastards. Donc tous les flics sont des bâtards. En soi, le principe, c'est que c'est une dénonciation du système policier. À chaque fois, vous avez toujours un Jean-Michel qui vient pour vous dire « Oui, non mais attends, moi je connais un Jean-Louis qui est flic, qui est très gentil. Très bien, on s'en fout. » C'est pas de ça qu'on parle en fait. Avec ACAB, ou le genre de critique qu'il y a du même type, on est là justement pour critiquer le fonctionnement de la police en tant qu'institution. Et là, vous l'avez justement extrêmement bien, clairement mis en avant en fait. On est là pour faire du chiffre. On est là pour montrer qu'on fait des trucs.
Le problème, c'est que résoudre des problèmes, ça permet pas de montrer que vous faites des trucs. Puisque si vous résolvez les problèmes, bah, du coup, c'est invisible. Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'y a pas eu de problème parce que vous êtes là, puisqu'il n'y a pas eu de problème. Donc, vous êtes obligé d'avoir un fonctionnement qui va pousser à faire des problèmes pour pouvoir dire: ah, regardez, et on a mis en prison tant de personnes, et franchement, c'est bien, hein. C'est quand même vachement cool, hein. Vous avez vu, on a fait du chiffre, hein. Ouais, on est bon, hein. Sauf que bah, du coup, c'est exactement l'inverse de tout un tas de personnes qui vont dans la police pour essayer de résoudre les problèmes, puisque du coup, vous êtes amené à devoir créer du problème, ce qui est quand même très con. Jean-Louis est sûrement très sympa jusqu'à revêtir son uniforme. Il y a de grandes probabilités. Et surtout, il y a de grandes probabilités parce que souvent, on va pas se mentir, les gugus qui viennent pour te dire oui, mais moi je connais un Jean-Mi qui est très gentil, ou Jean-Louis qui est très gentil, qui est flic. Généralement, ce sont des personnes blanches. Étonnamment, assez régulièrement, ce sont des hommes. J'en ai dans mon entourage que je connais qui du coup m'ont sorti ça et qui à 80% sont des mecs blancs. Et tu te dis bah oui, forcément, t'es pas tout à fait la classe de population qui va prendre des coups en fait de ces flics en fait. Donc effectivement avec toi peut-être que Jean-Louis il est très sympa. Par contre probablement que peut-être ton Jean-Louis finalement il a eu des comportements très nuls à plein de moments. Après il peut être aussi un Jean-Louis qui est vraiment intègre et qui est vraiment on va dire un flic bon, on va dire un bon flic. Ça me fait un peu de mal de dire un bon flic, hein, mais quand même, il y a des gens qui sont des bons flics. Mais le problème, c'est qu'ils vont se retrouver dans des situations, comme on a vu avec les témoignages la semaine dernière, qui vont soit les pousser vers la porte, gentiment mais sûrement, hein. Enfin non, d'ailleurs, généralement, c'est pas gentiment, mais sûrement. Ils vont se retrouver complètement expulsés du truc parce que justement, ils sont pas dedans, qu'ils n'ont pas ces manières-là de fonctionner et que ça les dégoûte et que du coup, ils vont s'élever contre ce système. Sauf que le problème, c'est que c'est un système, et que le système, il va te broyer, il va te mettre en miettes, et il va te jeter dehors, comme si t'étais une sombre merde. Donc déjà, peut-être que Jean-Louis, il est très gentil pour l'instant, mais peut-être que Jean-Louis, finalement, ça fait peut-être que 5 ans qu'il est flic, et peut-être que dans 5 ans, il ne le sera plus. Vous voyez, déjà, il y a ça. Et deuxième possibilité qu'on a vue, malheureusement, c'est que Jean-Louis, finalement, surtout, il a une autre possibilité très probable, c'est qu'ils finissent par adopter les mêmes codes, ce qu'on a vu également dans les témoignages. Parce que à force d'être confronté à ça, finalement, vous allez déplacer votre petite fenêtre, hein, gentiment. Et du coup, au bout d'un moment, finalement, ce qui était totalement inacceptable, ah non mais là ça va, c'est avec les collègues, c'est bon, c'est de l'humour. Toi-même tu sais. Et puis finalement, encore une fois, peut-être qu'il est très gentil avec un tel ou un tel, ça ne veut pas dire qu'il l'est, et qu'il est intègre, et qu'il ne fait pas de discrimination, et ainsi de suite, avec tout un tas d'autres personnes. C'est ce qu'on a constaté de manière très récurrente quand même. Encore une fois, c'est pas issu comme ça du Saint-Esprit qu'on a dit ah bah tiens tous les flics sont des connards parce qu'on croit que tous les flics sont des connards. Non, malheureusement on a des éléments. On aimerait bien, hein, mais que ça soit pas le cas, hein, mais on a énormément d'éléments qui viennent prouver que si malheureusement c'est pas une bonne institution, qui n'a pas un bon fonctionnement, parce que notamment il y a une politique derrière du chiffre, parce que derrière on a un fonctionnement des forces de l'ordre qui est utilisé par les politiques, donc les personnes qui font carrière en politique, pour mettre en avant finalement leur candidature et compagnie. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui viennent faire en sorte que cette structure est extrêmement dommageable, plus que bonne finalement. Et c'est triste, c'est triste. Je rattrape un petit peu. D'où jusqu'à revêtir son uniforme, puisqu'une fois sous l'uniforme, tu fais partie d'une institution et qui, elle, est merdique. Tout à fait. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui vient avec ACAB. ACAB, encore une fois, on ne cite pas, on ne cible pas une personne, là, on ne cite pas Jean-Louis qui est devant vous. On cible l'uniforme et ce qu'il y a derrière. C'est vraiment le truc qu'il faudrait un jour comprendre, quoi. Encore une fois, c'est fou comme Jean-Louis rapporte tout à lui ou à son groupe. Merci Jean, centre du monde. Et il est vrai qu'on peut aussi tacler sur un minimum ça. C'est comme pour le principe du not all men et que vous avez toujours des mecs qui sont là, oui mais not all men, not all men. Oui mais non en fait, chut. Le fait est qu'il y a des codes sociaux très largement répandus, transmis, reproduits par cette classe sociale, par ce groupe social, que ce soit là les flics, dans le cas où on est en train de parler, ou que ce soit dans le cas des hommes. Nous sommes dans un monde patriarcal. Alors bien sûr, vous pouvez tomber sur un Jean-Louis, homme très gentil et qui est assez déconstruit si tu veux, allez, pourquoi pas. Mais du coup, pourquoi à partir de ce moment-là, il faut que tu te sentes concerné quand on critique justement le fait que la très grande majorité des gens, c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que toi, Jean-Michel, tu te sens concerné? Pourquoi est-ce que toi, il faut que tu dises ah mais non mais attends, mais moi je suis pas comme ça. Tu n'es pas le centre du monde en fait. Tu n'es pas le centre du monde. Et si tu te sens comme ça visé, pose-toi une question. La question c'est pourquoi tu te sens visé? Qu'est-ce qui te fait dire que là, tu devrais te sentir visé? Si justement, tu es une personne qui a fait l'effort de se déconstruire, qui essaie de vraiment ne pas être dans le patriarcat et les fonctionnements du patriarcat, ce qui est extrêmement compliqué dans une société dans laquelle on grandit avec tous ces codes qui nous sont inculqués constamment. Pourquoi est-ce que là,
tu te sens concerné par cette attaque? Pourquoi tu as l'impression que c'est une attaque, en fait? Hein? Voilà. Mais Résu, l'universalisme nous représente tous. Oui, tous. Tous comme ça, oui, très bien. La critique du système, c'est la critique de chaque individu, puisque nous sommes tous pareils, bien sûr, oui. Et mon cul, c'est du poulet. Je connais. J'en connais un qui était pas trop mal, il était racisé, il a préféré aller faire le flic en plein milieu de la Bretagne profonde parce qu'il en avait marre de se rendre compte qu'il devenait raciste. Mais c'est normal. Encore une fois, c'est ce que montraient notamment les témoignages. En fait, tu as deux possibilités. Soit tu vas te rebeller contre le truc et tu vas être mis soit dans un coin paumé au fin fond du trou du cul du monde où tu verras en gros personne d'autre, ce qui donc a priori est le cas de la personne que tu connais, ou alors tu vas adopter les codes, ce qui a été un peu le cas de la personne que tu connais et qui justement ne voulait vraiment pas adopter ces codes-là et du coup est parti sur la première position. Mais malheureusement, t'as pas trop d'autres possibilités. C'est tout le problème en fait. Et bonjour à toi et bienvenue Maëlig, j'espère que tu te portes bien, aussi bien que possible. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent et ça c'est beau. Je continue la lecture. Les besoins fondamentaux sont sapés, surtout sur le plan de la proximité sociale. Dans le témoignage de Yann, il y a une absence de care, donc de soins, pour moi, care c'est soin, mais c'est pas forcément que soin. C'est prendre soin. Bref, vous avez à peu près l'idée. De soutien, alors que dans son équipe de très jeunes policiers font face à des situations traumatiques. La culture machiste renforce cette absence de care, la taxant de faiblesse, ne la laissant qu'aux femmes, de plus peu nombreuses, de ce qui fait qu'il y a non seulement une absence de soutien face aux institutions traumatiques, aux situations traumatiques de la part de la structure, de la hiérarchie, mais aussi des collègues, sans compter que les femmes seront doublement pénalisées, à la fois par cette culture machiste et par ce rôle de soutien des hommes sans réciprocité. Ça, effectivement, c'est un truc que nous, on avait tiqué dessus. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Ça, on en avait déjà parlé parce que justement, j'avais tiqué un petit peu. D'ailleurs, j'avais envoyé un MP à V6 parce que ça m'avait fait tiquer. Sur les témoignages d'avant, justement, ça ressortait vachement que, et je trouvais que c'était dommage que le livre n'ait pas du coup fait un focus dessus en disant bah quand même, il y a double peine pour les femmes. C'est vraiment ce côté où les témoignages disaient tous, grosso merdo, on souffre, mais heureusement, il y a les femmes flics à qui on peut venir tout déposer. Voilà, on vient, on dépose tout notre bagage émotionnel, voilà, parce qu'elles sont là pour ça, finalement, et puis après on peut refaire notre vie. Et t'es là en train de te dire, mais alors du coup, non seulement les femmes flics, elles vivent les mêmes choses que vous, mais en plus, elles se prennent tout votre misogynie constamment, mais en plus, vous venez leur rajouter le poids du bagage émotionnel de vos personnes que vous venez leur donner gratos comme ça. C'est vraiment genre... c'est même pas double peine à ce niveau-là, c'est triple. Donc c'est assez infernal. Je pourrais pas rester longtemps, je vais aller prendre mon petit déjeuner avant les cours. Et ben en tout cas, si tu peux rester un petit moment avec nous et prendre plaisir, tant mieux. On est sur des sujets assez lourds. Je préviens, par contre, on est sur la police. On est sur une partie du livre qui concerne la police. Et donc, du coup, c'est quand même pas... Oula, excusez-moi. J'ai cru que j'allais en avoir un deuxième, mais non. Non, ça va, c'est passé. On est sur des sujets qui sont assez lourds. Clairement, c'est misogynie. On est sur de la toxicité masculine bien comme il faut, on est sur de la discrimination, on est sur du racisme, enfin voilà, on est sur des trucs un peu lourds, clairement. Et coucou Anémone, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui, aussi bien que possible. Elles servent de psy à la maison face à des mecs qui veulent pas prendre en main leur santé mentale et elles doivent aussi le faire au boulot. Ouais, mais tout le temps, voilà. Littéralement, elles en prennent plein la gueule tout le temps, constamment. Et elles sont traitées comme des merdes en plus. Voilà. Elles sont traitées comme des personnes plus faibles que les mecs, alors que littéralement elles en bouffent mais 4 fois plus. Enfin voilà. Ça va, bof, le boulot est chiant. Oh merde, bah, j'espère que ça va... C'est la dernière journée de la semaine. Après tu as fini, tu es en repos. Ça c'est bien ça. Et puis en plus demain on va faire nos costumes et tout ça, ça va être trop bien. C'est mieux. Non? Ça met pas de bonne humeur? Je continue la lecture. Ce sapage de la proximité sociale se voit aussi dans les missions confiées, par exemple Nicolas et les SDF, qui est une situation de sapage de la proximité sociale mutuelle. Les SDF sont perçus comme des problèmes à écarter, à cacher du regard des autres, ce qui renforce leurs exclusions. Et Nicolas se sent sapé dans ses aspirations, qui sont tout autres, et qui se sent mal dans ce rôle. J'ai toujours la gorge qui fait mal et tout ça, mais on fait aller. Je n'ai pas encore pris de café avec du miel et je n'ai toujours pas mangé les bonbons au miel, mais promis soon TM.
Le tout répressif, l'unique centration sur la noirceur, fait que le métier est progressivement coupé de tout échange, de toute relation positive entre les policiers et la population. On le voit bien dans l'exemple où Nicolas rapporte la joie de la grand-mère d'avoir retrouvé sa petite fille, et que tout le commissariat est complètement perturbé de cette joie et de ses émotions positives. C'est à ce point si rare qu'ils ne savent pas comment gérer ce positif. C'est tellement rare qu'ils en sont chamboulés. Et pourtant, c'est un métier qui pourrait être tourné vers la résolution des problèmes. Donc ils pourraient, en principe, avoir des relations où ils voient parfois des personnes en gratitude pour avoir résolu leurs problèmes. Mais ce n'est pas le cas, car le métier est, dans ces exemples, centré sur la répression. Ça aussi, c'est super intéressant en fait, parce que ça montre encore une fois que, notamment, ils ont des aspirations à vouloir faire du bien, sauf que par le système, par la structure, par les collègues, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils sont sur la discrimination, ils sont sur la violence, ils sont sur des répressifs. Et ce qui est assez incroyable, c'est justement le témoignage où finalement il y en a un qui a réussi à faire quelque chose, on va dire, de plutôt positif, de plutôt vers le bien, et où du coup tu as une grand-mère qui est tout en joie d'avoir retrouvé sa petite fille, et en fait le commissariat ne sait pas quoi faire. Et le témoignage nous disait notamment, il y a des policiers qui sont sortis du commissariat. Pour eux, c'était si touchant positivement, et c'était tellement inhabituel de voir des gens, non pas dans la violence, mais dans la joie, qu'ils n'ont pas su traiter l'information, que c'était trop pour eux, vraiment trop pour eux, et qu'ils ont dû quitter le commissariat pour ne pas voir tout ça, tellement ça les touchait, tellement c'est rare. Faut voir à peu près à quel point c'est complètement incroyable qu'on en soit là. C'est censé, sur le papier, je dis bien sur le papier de ce qui est présenté officiellement, c'est censé être des personnes qui sont là pour prendre soin de la population, pour s'occuper de la population, pour son bien, venir apporter du soutien à la population. Ils font tellement jamais ça qu'une des rares fois où c'est le cas, ils ne sont pas capables de supporter un merci. Enfin, du coup, un peu plus qu'un merci, parce que c'est un merci avec de l'émotion positive, tout ça, mais ils ne sont pas capables de supporter ça. Enfin, c'est quand même à un niveau qui est, mais lunaire. Enfin, voilà, bref. Genre les infirmières et les infirmiers de qui que quoi. Attendez, je relis parce que j'ai peut-être raté un truc. C'est pas le seul métier à dévoyer les aspirations intrinsèques qu'on pourrait projeter dans son taf. Oui, complètement, mais pas que, mais oui. Mais ça, c'est fumant. Il y a des gens qui supportent pas le positif de leurs actions. Aliénation over 9. Oui, mais c'est le truc en fait. Ils sont tellement dans la violence, ils ont tellement appris à être dans la violence, que ce soit la violence qu'ils reçoivent ou la violence qu'ils produisent, que, et en gros, ils ont pas ce qu'il faut pour traiter une information positive. Ils n'y arrivent pas. Et du coup, si tu as beaucoup d'émotions positives, comme une grand-mère qui est en joie d'avoir retrouvé sa petite fille parce qu'elle a peur pour elle et ainsi de suite, que cette information-là, on va dire, n'est pas possible d'être traitée. Ça sort de tous les cadres de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et du coup, pour eux, c'est beaucoup trop touchant. Parce qu'ils ont tellement jamais ce besoin de proximité sociale, ce besoin d'échange positif qui est satisfait, il est tellement jamais satisfait que d'un coup, c'est comme si tu donnes à boire à quelqu'un qui est en plein milieu d'un désert en train de crever de soif depuis 2 semaines, tu vois. Bon, après, techniquement, si tu souffres de soif pendant 2 semaines, t'es mort depuis un moment. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. C'est tellement incroyablement fort qu'ils ne peuvent pas traiter l'information, ils sont totalement désemparés face à ça, et du coup, certains, leur manière de gérer ça, c'est de fuir, en fait. C'est de sortir du commissariat pour ne pas avoir cette émotion positive, parce qu'ils ne savent pas la traiter, et que, notamment, avoir de l'émotion positive, éventuellement pleurer, éventuellement juste taper le meilleur smile de ta vie, c'est trop pour eux. C'est pas possible. À mon échelle, je voulais dev des trucs pour que des gens bossent moins et plus efficacement, mais du coup je dev des trucs à la bourre pour que des gens bossent plus. J'entendais surtout ça, mais pour la médecine, je connais pas. Pour la médecine, on a ça aussi. Alors moi j'ai travaillé notamment dans des hôpitaux, hôpital public, hôpital privé en France, et il se trouve que j'ai eu un peu le même retour. Alors surtout dans l'hôpital privé, je l'ai senti, mais clairement, je pense que dans l'hôpital public, c'est aussi très très fort. C'est très très fort parce que pour le coup, c'est en train d'être de plus en plus mis en place comme dans le privé. C'est pour ça que je pense que c'est de pire en pire. Parce que moi, ça remonte à quelques années déjà, le public, ça doit remonter à 7 ans, alors que le privé, ça remonte à 5. Et je serais vraiment pas étonné qu'aujourd'hui, le public, ce soit extrêmement violent, aussi violent que le privé. Toujours est-il que dans le privé, on est aux chiffres. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on te dit concrètement à toi, soignant, t'as pas le temps.
T'as pas le temps, donc ça, le soin, tu le fais en 3 minutes top chrono. Tu ne parles pas à la personne, ça fait perdre du temps. Tu ne l'écoutes pas, ça te fait perdre du temps. Elle a mal, tant pis pour elle, on s'en fout. Pourquoi est-ce que le chat est parti en courant d'un coup? Bébé? Stockholm? J'avais Stockholm sur moi, il est parti en courant d'un coup, du coup ça m'a trigger, je suis désolé. Il y a peut-être un bruit, peut-être la machine à laver qui a fini de tourner. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, le privé, l'hôpital privé. Du coup, tu es dans une logique de rentabilité, exactement comme la logique de chiffre qu'il y a là avec la police. En fait, c'est le même principe. Vous devez faire du chiffre, et donc, puisque vous devez faire du chiffre, vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas prendre soin de la personne. En fait, au final, vous ne faites pas du soin à la personne parce que vous l'écoutez pas, parce que vous échangez pas avec elle, parce que vous n'avez pas écouté ses retours, ne serait-ce que de est-ce qu'elle a mal ou pas. Vous vous en foutez. Vous avez juste à regarder le manuel et le médecin a dit que je dois donner tant à la personne au niveau de tel traitement, je dois faire le soin comme ça, je fais ça, point, basta. La personne, elle est un peu sensible à ça, on s'en fout. Osef. Et vraiment, on est dans cette logique-là qui est ultra violente et qui enlève tout le côté humain. Et j'ai eu des soignants qui m'ont dit, littéralement, je ne sais pas comment je peux tenir encore quelques années, c'était il y a déjà quelques années, donc je ne sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui, mais qui me disaient à l'époque où je travaillais dedans, je ne sais pas comment est-ce que je peux tenir parce que je suis venu ici pour prendre soin des gens et je fais tout sauf prendre soin des gens. J'ai l'impression d'être dans un métier à la chaîne en usine. Sauf que le truc, c'est que c'est pas des rouages devant moi, c'est des individus. Des individus qui ont des pathologies plus ou moins graves. Et pour qu'un soignant vous dise ça, vous voyez quand même qu'il y a un gros problème aussi, quoi. Et on est sur exactement le même genre de truc qui est là. On est tout à fait sur le même truc, avec évidemment tout ce qui va à côté. Plutôt que du racisme, on va tomber, alors même si on peut trouver aussi du racisme en soi assez facilement dans ces institutions-là, mais on va tomber sur, par exemple, tout ce qui va être du validisme, genre bien comme il faut. On va tomber sur de la psychophobie, genre bien comme il faut, parce que du coup, tu n'as tellement pas le temps, tu es tellement dans un bassin qui est horrible au niveau du fonctionnement, que bah finalement tu vas dire non mais toi tu souffres, mais en fait tu souffres pas, c'est dans ta tête. Ah oui non mais elle est tout le temps en train de se plaindre et de dire qu'on n'est pas gentil, qu'on n'est pas bien, non mais c'est parce que c'est une folle. Et plein de trucs comme ça, et tu vas entendre ça tout le temps, et tu vas finir par accorder avec ça en fait. Comme avec la police en fait, tu vas faire exactement le même processus. Toi au début, même si tu es là pour faire plutôt du bien, pour essayer de faire du care, et ben tu vas pas pouvoir et tu vas être complètement bouffé par la machine et tu vas finir par avoir les mêmes fonctionnements qu'eux, aussi violents, aussi horribles à plein de niveaux. Il y a un moment donné, je me souviens, ils avaient discuté d'un truc qui m'avait fait trigger de ouf. En gros, pendant que j'étais là-bas, il y a eu un décès. Ce qui arrive puisque je travaille dans un hôpital privé, donc malheureusement, il y a des gens qui parfois ne survivent pas à leurs problèmes de santé, ça arrive. Et donc quand il y a un décès, ce qui se passe, c'est qu'on ferme les portes des chambres sur le passage, on ferme le couloir au public, hein, donc s'il y a quelqu'un qui doit voir sa famille à ce moment-là, sa famille attendra 5-10 minutes le temps qu'on fasse passer le brancard et le corps. Et le truc, c'est que au niveau des RH, parce que moi du coup j'étais affilié au RH, puisque en tant que conseiller externe d'entreprise, j'étais au niveau des RH. Au niveau des RH, on disait justement que en vrai ça fait perdre du temps. C'est chiant. Parce que après tout, les gens ils savent pas que la personne dans le brancard est morte. Donc en vrai, on pourrait tout à fait faire passer le brancard. Au pire des cas, bon ils se rendent compte qu'il est mort, ça va, c'est pas grave. Mais vous voyez le niveau du truc ou pas en fait? Parce que les gens qui sont là, vous avez des gens qui viennent voir leur famille, qui sont malades, qui du coup ont peur pour eux. Peut-être que voir un brancard avec un mort et se rendre compte qu'il y a un mort dans le brancard, ça va peut-être les impacter plus ou moins violemment, au pif, hein, vraiment, hein, par hasard. Hein. Mais on préfère faire ça finalement que de fermer tout pendant 10 minutes, le temps de pouvoir gentiment faire partir le corps. Non. Vous voyez toute la logique qui est déshumanisante à plein de niveaux. Donc ça, vous le retrouvez dans plein d'emplois. Il y a plein d'emplois où c'est ça, parce que justement, c'est ce à quoi pousse le capitalisme en général. Hein. C'est des fonctionnements ultra violents, parce qu'on veut du chiffre, on veut du profit, et donc du coup, on va couper plein à plein de niveaux. On va couper plein de choses à plein de niveaux. Dans le cas de la police, c'est le cas aussi. C'est là où c'est le plus violent, c'est qu'on voit en fait sur ces métiers-là, que ce soit la police, que ce soit les métiers du soin ou ce genre de choses, où on est censé être là pour apporter aux autres, vraiment beaucoup plus que dans d'autres métiers. C'est là où on voit d'autant plus la violence et l'écart que ça fait. Parce que justement, tu peux rentrer dans ce genre de métier avec toutes les bonnes envies du monde, et en fait, d'un coup, non.
En fait, non. Les gens sont obligés de devenir comme ça pour survivre mentalement aussi. Mais complètement. Mais c'est bien toute l'horreur du truc. C'est bien toute l'horreur du truc. J'ai vu des trucs similaires à l'éducation nationale. La structure rend les profs violents sans s'en rendre compte. Mais bien sûr. C'est c'est évident. C'est évident. Toutes ces structures-là, ça a le même fonctionnement, qui est notamment basé sur le chiffre et compagnie, et qui l'est de plus en plus, notamment dans le public, parce qu'on se retrouve avec des espèces de cadres supérieurs débiles qui ont le même fonctionnement dans le privé depuis des années, où on voit tous les problèmes que ça enclenche, qui sont les mêmes personnes qui aujourd'hui sont dans la politique en train de faire des organisations du travail au niveau des pouvoirs publics, et qui du coup font exactement la même politique de fonctionnement, qui du coup amène au même exactement problème. Plus l'organisateur est loin du résultat et plus il peut se permettre de la violence dans son organisation. Il ne paye pas le goût psychologique de ce comportement. Mais complètement. Je continue à rattraper. Enfin, à lire. Ce sapage de la proximité sociale peut être mis en connexion avec un sapage du besoin de compétences. S'il n'y a jamais de possibilité de feedback positif d'action via une personne qui remercie, dont on voit son émotion positive, le besoin de compétences peut être tout à fait frustré, surtout si ce qui est valorisé comme une bonne performance est au contraire lié à la non-résolution de problèmes. Concernant le besoin d'autonomie, c'est difficile d'en jauger à l'aune de ces témoignages. Certains services semblent le valoriser. On voit que Nicolas avait la latitude d'exercer même hors service. Ou encore ses collègues avaient la latitude de ne pas prendre des plaintes, et en faisant une sorte de jeu. Quoique ce comportement n'est pas lié à l'autonomie elle-même, mais plutôt signe d'une démotivation profonde, voire d'un rejet du métier et ou de la structure. Il y a des formes de liberté, de possibilités à disposition sur les choix et les décisions à prendre. Cependant, le sentiment d'autonomie ne semble pas là, parce qu'ils ne peuvent pas suivre, par exemple, des aspirations intrinsèques, car il y a diverses pressions horizontales et verticales qui les contrent. Dans d'autres témoignages, Flic de Valentin Valentin, voilà. On voit aussi des situations de burn-out très intenses, imposées aux moins gradés, où les policiers sont forcés de surveiller des lieux où il n'y a aucune fréquentation ou situation à problème. Alors, ceux qui ne connaissent pas le burn-out, c'est l'inverse du burn-out. En gros, c'est quand on vous met dans des situations où vous n'avez rien à faire, où il n'y a rien. C'est le vide, aucune activité ou très peu, et en fait, ça va être l'ennui qui va vous détruire. Littéralement, c'est le principe du burn-out, c'est que c'est l'ennui qui vous bouffe jusqu'au point où vous ne pouvez plus en fait travailler, parce que ça va faire exactement le même effet que enfin, le même effet, non, pas tout à fait, mais ça va être l'inverse du burn-out. Le burn-out, vous faites trop de choses. Le burn-out, vous êtes tout le temps en train de faire des choses à tel point que vous vous épuisez à force de faire des trucs. Là, c'est l'inverse, il n'y a tellement rien à faire à aucun moment que du coup, vous finissez par être bouffé de cet ennui, par être bouffé de ce manque de choses à faire. Il n'y a rien et tu n'as pas le droit de prendre ton portable. Et oui, et évidemment, on ne vous permet certainement pas de pouvoir vous distraire ou quoi que ce soit. Un peu comme les bullshit jobs. Alors les bullshit jobs, c'est pas la même chose. Les bullshit jobs, c'est pas une question de burn-out ou de burn-out. D'ailleurs, plus généralement, c'est une question de burn-out, parce que du coup, on te pousse à faire des choses dans les bullshit jobs, on te fait faire des trucs, c'est juste que ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ça le mauvais problème, enfin le problème principal des bullshit jobs, donc en gros des métiers de conneries, des métiers à conneries, c'est que vous faites une activité que vous avez conscience de ne servir à rien. Vous avez conscience que votre taf n'a un impact que, au mieux, n'est négligeable, généralement, qui ralentit, voire qui fait chier d'autres personnes. Et du coup, puisque vous êtes dans un métier comme ça, vous voyez que littéralement ce que vous faites n'a aucun sens, mais que vous faites des trucs, vous avez des trucs à faire, plus généralement, tu vas tomber dans du burn-out parce que tu vas te mettre à fond à faire des trucs, parce que tu as plein de choses à faire. Comme nous dit Axel, lui, il a justement un métier qu'il qualifie de bullshit jobs et il est débordé. Mais en fait, tu vas avoir tellement de choses à faire tout le temps que tu vas t'épuiser à faire plein de trucs et tu vas d'autant plus t'épuiser parce que tu as conscience que tout ça, ça ne sert à rien, que c'est du vent, que c'est inutile. Mais tu as des trucs à faire. Le burn-out, c'est l'inverse. On te met dans une situation où tu n'as rien à faire. Tu vas te retrouver, par exemple, à ton bureau, à devoir attendre que, admettons, quelqu'un te bip pour éventuellement répondre à une question. Sauf que si tu es sur une structure ou un métier particulier dans ta structure qui fait que là, tu as une demande une fois toutes les, 3 heures, admettons, toutes les 3 heures, et que cette demande, tu la résous en à peu près 5 minutes, et qu'à côté de ça, tu n'as pas le droit de te distraire, tu n'as pas le droit de travailler sur d'autres projets, bref, tu es obligé de rester là dans l'attente de quelque chose,
mais qu'il n'y a rien, très peu, là tu vas tomber dans une situation de bore-out. C'est aussi pour ça que je suis sur ce stream, j'ai l'impression d'accomplissement, à apprendre des choses que j'ai pas à mon taf. Certes. Et c'est pour ça en vrai que tout ce qui est télétravail, c'est important aussi. Hein. C'est important aussi. Pour laisser de la place justement à gérer son activité, tout en pouvant faire des choses qui nous permettent de continuer cette activité. C'est un truc qui est souvent très mal compris. Moi personnellement, je suis plutôt un fervent défenseur de tout ce qui est le télétravail, parce que justement, on a une vision du travail qui est débile. On a une vision du travail qui est débile dans le sens où on nous dit, en gros, tu commences à 9h jusqu'à midi, admettons, puis tu fais une pause de 2 heures, puis tu reprends jusqu'à, je sais pas moi, 17h, 18h, 19h, peu importe. Mais du coup, tu vas être à fond pendant ces heures-là parce que tu sais que tu travailles ces heures-là, donc tu vas être à fond. C'est faux, en fait, c'est débile. Qu'on soit d'accord, c'est totalement débile. D'un individu à l'autre, d'un jour à l'autre, ça va varier. Des fois, vous allez être super efficace pendant 2 heures et vous allez faire autant que la semaine d'avant, finalement, en 3 jours. Parce que vous étiez dans les bonnes dispositions. Et en fait, c'est ça qui est débile au niveau du travail, c'est qu'on a vraiment cette manière de fonctionner et de avoir mis le travail comme étant finalement une ressource. Voilà, tu vas dépenser ta ressource sur tel temps de durée de travail et puis c'est bon, tu as la même ressource qui va se dépendre, qui va se dépenser et c'est bon. En fait, c'est débile. Ce qui compte, c'est que la tâche soit faite, qu'elle soit faite bien. Pour qu'elle soit faite bien, il faut que tu aies les capacités de le faire. Pour avoir les capacités de le faire, il faut aussi que tu puisses prendre le temps de prendre des pauses, que tu puisses justement trouver de l'intérêt, de la motivation à faire ta tâche. Parce que si tu es doué à faire ta tâche mais que tu n'es pas motivé, tu n'iras jamais très loin. Parce que tu n'es pas motivé. La motivation, c'est toujours l'élément principal à avoir pour faire une tâche. Si tu n'es pas motivé, même si tu es très bon en soi, bah, tu vas y aller en freinant des cas de fer. Ça va être très long, très chiant. Et ça sera même probablement peut-être un peu faux parce que bah, du coup, tu ne seras pas allé à fond dedans puisque tu ne seras pas motivé. Et même si du coup, tu étais très bon à la base là-dedans, même si tu avais des bonnes compétences, bah, finalement, tu l'auras bâclé. Alors que quelqu'un qui va être ultra motivé, même si à la base, il n'a pas les compétences, même si à la base, il n'est pas super bon, s'il est motivé, il va essayer de s'améliorer. Parce qu'il est motivé à la tâche, parce qu'il a envie de réussir le truc. Bref, au passage, merci énormément pour Xaxu Txa. Je ne sais pas si je prononce bien. Xaxu. Est-ce que ça va si je dis Xaxu? Mais en tout cas, merci énormément pour le follow. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent et ça c'est beau. Bienvenue à toi. Je suis partagé sur le télétravail. D'un côté, je vis ma meilleure vie, organisation, gestion du temps, confort, mais ça devient dur de s'organiser avec les autres pour se défendre contre la direction. Bah, de toute façon, il faut faire brûler le capitalisme. Hein. Partant de là, on est d'accord que c'est compliqué de se regrouper si on n'est pas forcément physiquement côte à côte. Après, en vrai, il existe plein de choses. Plein de choses qui peuvent être faites sur différents réseaux pour justement essayer de mobiliser les gens, et y compris à distance, même si c'est pas forcément si simple que ça. Mais après, en soi aussi, on peut essayer de partir sur des mobilisations plus générales en dehors du cadre du travail, partir sur des mobilisations en fait de la population en général pour faire bouger les choses. Ça aussi, c'est possible. Par exemple, en se mettant dans des mouvements politiques, en tout cas dans des mouvements militants. Merci. Il y a donc des gens qui savent donc ce que je sens très fort. Il y a des études là-dessus? Oui, il y a des études là-dessus. Après, là, comme ça, j'en ai pas forcément en tête. Éventuellement, peut-être s'il y a toujours V6 dans le chat, je sais pas. Peut-être qu'elle a des trucs en tête. Je sais pas sur quoi elle bosse en ce moment. Ça fait un moment que j'ai pas trop bouquiné le blog parce que justement, bah, je suis déjà pris par En Toute Puissance. Attendez, hop. On va faire ça, ça va être plus simple. Et Hacking Social, déjà, ça peut être un bon début. En vrai, le blog de V6 et de Shaika est déjà un très très bon début si vous voulez des ressources. Et je ne serais absolument pas étonné. Je prépare des trucs en même temps, j'ai pas suivi des os. Il n'y a pas de souci, aucun problème. On est en train de parler de tout ce qui est le télétravail et l'intérêt du télétravail. Pourquoi est-ce que le télétravail c'est important ? Parce que notamment, justement, la manière de découper le temps au travail est débile. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on va pousser les gens à être là de 9h à, admettons, 17h en disant, bah voilà, tu vas travailler de la même manière tout le long, tout va bien, vas-y. Alors que c'est débile, en fait, tout au long de la journée, on va avoir des moments où on est plus efficace, des moments où on est moins efficace. Parfois, d'une semaine à l'autre, on va être plus efficace, moins efficace. Et que justement, le télétravail, ça permet aussi pas mal de gérer son emploi du temps et du coup, de pouvoir mettre les moments où on est vraiment efficace au service du travail et faire très bien, et à côté de ça pouvoir prendre des temps de pause, pouvoir prendre du temps justement pour souffler, pour
pour se recharger en fait sur plein de choses, que ce soit par exemple ici un live, ou que ce soit même juste en se levant pour faire un petit tour dans l'appartement, pour aller, je sais pas moi, jouer avec nos animaux si on en a éventuellement, pour aller juste dehors souffler une demi-heure ou ce genre de choses. Et donc du coup on demandait s'il y avait des ressources qui étaient faites, et moi je sais qu'il y a des ressources dessus, mais là j'en ai pas en tête. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur le télétravail, tout ça. Après dans tous les cas vous allez sur Kerninfo. En vrai Kerninfo, je vous le remets à chaque fois, mais c'est pas sans raison, hein, c'est pas mal. Tac, Kerninfo, et vous tapez des mots-clés dedans, typiquement télétravail, hein, et vous allez tomber sur tout un tas de choses. J'ai pas regardé d'études dessus, par contre j'ai vu que les cours à distance, les hauts ouverts, donc par rapport au Big Five, aimaient bien. Bah c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et sinon d'autres profils étaient sapés. Oui, par contre voilà, faut bien voir le truc que moi je suis plutôt pour le télétravail, je suis même plutôt fervent défenseur du télétravail, mais à contrario, il faut voir les besoins des personnes. Il y a des personnes pour qui c'est pas forcément la chose qui va leur répondre, et il faut le respecter. Pour moi, quand je dis que je suis défenseur du télétravail, c'est que je suis défenseur du télétravail, notamment les personnes qui veulent faire du télétravail et qui le peuvent du fait de leur métier. Parce que évidemment, si vous devez travailler à la chaîne dans une usine, bon, en soi, j'aurais bien envie de faire disparaître l'usine, mais accessoirement, c'est pas un travail que vous pouvez faire à la maison. C'est compliqué de travailler à la chaîne à la maison sur une ligne de production, vous voyez, c'est un petit problème. Mais ceci dit, pour le coup, défenseur du choix, voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. J'ai eu un bip bip Messenger, qu'est-ce que quoi? Non, petit cœur, voilà, pardon. Ça dépend des besoins de chacun, de sa personnalité, de son expérience et du contrôle de la part de l'organisation. Le travail peut être aussi très contrôlé, oui, complètement. Complètement. Tu peux tout à fait te retrouver avec du télétravail où justement l'entreprise peut vérifier que tu t'es connecté, que tu fais bouger ta souris, que tu es bien en train de faire des trucs, que tu es bien en train de compléter des choses. Je l'ai déjà vu. Et à contrario, par contre, tu peux tomber sur des entreprises où c'est pas du tout le cas, où c'est tu es en télétravail, vas-y, fais tant que le travail est fait, c'est tout. Donc clairement, il faut voir ça. Encore qu'au début de l'ère industrielle, il y avait du travail à la maison. Alors oui, là, dans ma tête, je pensais à genre une ligne de production de voitures. Tu peux difficilement assembler une voiture dans ton salon. Enfin, tu peux, je présume que tu peux, mais je suis pas sûr de la pertinence du truc. J'avoue qu'il y a un petit truc en moi qui me dit quand même, Nyeh. Ça me trigger un peu. Voilà, ça me trigger un peu. Pop. Je me permets de rattraper vite fait le texte. Rappelez-vous, une souris posée sur une montre à aiguille fait bouger le pointeur. Rappelez-vous, une souris posée sur une montre à aiguille fait bouger le pointeur. Quoi, qui, que, quand? J'ai pas compris le pourquoi de la phrase. J'ai pas compris. Le fait que le travail soit fait, t'es en travail, tu gères, ça a aussi impliqué de faire des heures sup pour finir le taf. Alors, encore une fois, il faut voir comment gère l'entreprise. Ça aussi, c'est un truc débile que l'entreprise a tendance à faire en général. C'est de te dire, tiens, je te donne un dossier, il peut être fait pour demain, fais-le. En fait, non. Écoutez le travailleur. Moi, ma première approche quand j'allais en entreprise, à l'époque, avant de devenir streameuse à temps complet, ma première chose, hein, vraiment, que je mettais tout le temps de base et que je disais notamment à l'organisation, au patronat, c'était... Comprenez bien que pour moi, le meilleur expert du travail, c'est la personne qui fait le travail. S'il me dit que c'est pas viable dans les heures que vous l'avez mis, c'est pas viable. Point. Peu importe ce que vous me dites, je m'en fous. Vous ne faites pas le travail, la personne le fait. Ce qui a amené à avoir certaines complications avec certains patrons, on va pas se mentir. Mais le fait est que pour moi, le premier expert du travail, hein, c'est la personne qui fait la tâche. Si la personne me dit non mais là c'est irréalisable dans le temps imparti, c'est irréalisable dans le temps imparti. Point. En fait, à un moment donné, il faut écouter les gens qui font le taf. Si vraiment ils vous disent que c'est pas possible, que ce soit pour des raisons personnelles, parce que encore une fois, il faut bien aussi en prendre en compte. Ça aussi, c'est débile, hein, mais le monde du travail a tendance à te dire un travailleur est égal à un autre. Non. On est tous différents. On est tous profondément différents les uns des autres. Donc, en soi, si vous avez un travailleur devant vous qui vous dit non, ça je peux pas le faire en tel temps, il ne peut pas le faire en tel temps. Point. Quand bien même vous avez Jean-Michel à côté qui vous dit ah si moi je le fais, puis alors en claquant des doigts et en moins de temps, très bien. Sauf que Jean-Michel c'est Jean-Michel. Point. On s'arrête là-dessus en fait. Ça sert à rien de vouloir faire des comparaisons au niveau de oui mais Jean-Michel il peut faire plus vite, il peut faire mieux. On s'en fout. C'est pas de lui qu'on parle en fait. Ça ne sert à rien.
C'est la seule chose que tu vas faire en faisant ce genre de truc débile, c'est que tu vas probablement épuiser ton employé devant toi. Tu vas probablement le détruire. Bravo, bon plan. Très bonne idée. Très très bonne idée. Donc du coup, on va pas faire ça. Mais voilà, c'est ça aussi, il faut bien le mettre en avant. Le coup de tu es en télétravail, tu gères comme tu veux, mais à côté te mettre des deadlines, non. En fait, non. C'est bien de donner des objectifs, hein, mais il faut qu'ils soient réalistes. Et la meilleure manière d'avoir des objectifs qui soient réalistes, c'est de demander à l'employé en combien de temps il le fait. Et aussi accepter, ce qui est très généralement pas le cas, aussi accepter que quand tu as une personne en face qui te dit que en fait finalement il faut réévaluer le temps parce qu'elle pensait pouvoir le faire en tel temps et finalement en train de le faire elle se rend compte que non, ça aussi il faut l'écouter. Parce qu'encore une fois c'est la personne qui fait le travail. Peut-être qu'il est parti sur une certaine estimation qui aujourd'hui n'est plus vraie pour différentes raisons, hein, qui peut être qu'il a d'autres tâches qui sont rajoutées, que lui-même a changé, potentiellement il a peut-être un souci de santé, peu importe, hein, n'importe quoi en fait, il faut l'écouter. Parce que sinon la seule chose que tu vas te retrouver, c'est avoir un travail qui va être bâclé, mal fait, mal fini, et c'est con du coup. Et c'est con. Et en plus tu auras épuisé ton employé pour rien. Parce que du coup après il va être encore plus épuisé pour faire autre chose. Ce qui du coup n'est pas une très bonne idée. Enfin bref. Rappelez-vous, une souris posée sur une montre à aiguille fait bouger le pointeur pour simuler ta présence en télétravail. Mais tu es intelligent. Mais tu es intelligent. J'y avais pas pensé, mais d'accord. Magnifique. C'est beau. J'ai compris ce qu'a dit Nagwal, une astuce pour faire croire que t'es en ligne alors qu'en fait, non, j'ai le cerveau lent. Non, mais j'avais pas compris non plus. Hein, mais bon plan. Très bon plan. Très bon plan. C'est une belle technique. C'est une belle technique. Je pense que là, on peut valider la technique. Il y a de l'idée. Vraiment, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Je continue. Je m'étais arrêté où ? Je crois ici. Concernant les orientations, on ne peut pas dire que les auteurs des témoignages soient en orientation contrôlée. Ils sont partis où ils ont œuvré, justement parce que la structure, ses buts, ses règles, sa culture, son sens leur était devenu insupportable au regard de leurs vraies motivations et aspirations qu'ils avaient menées dans le métier. Ils ont fini par choisir, que ce soit en partant, en combattant les problèmes ou en résistant dans une optique intrinsèque et autonome, la policière par exemple. Nicolas est cependant tombé à un moment de cette culture raciste, autoritaire, oscillant entre orientation vers le contrôle et orientation impersonnelle, par exemple en ne faisant rien au sujet d'un mineur en fugue. On voit aussi de l'orientation impersonnelle dans le fait de refuser de prendre des plaintes. L'orientation contrôlée des collègues d'Alex sur WhatsApp est par contre énorme. On la voit dans le fait de cacher leur fascisme, de peur d'être rejetés, dans l'inquiétude qu'ils ont d'être mal perçus, ou encore dans la peur des punitions par la hiérarchie concernant les communications Facebook ou autres. Ils sont sous pression sociale et attribuent cette pression aux groupes ennemis, ceux à abattre. Je m'absente, je vais manger. Bon appétit à toi. Leur RWASDO est flagrant dans l'expression des préjugés. Ils sont pour le génocide de tous les gens qui ne sont pas fascistes, parce qu'ils les estiment tous menaçants, concurrents, dangereux, pénibles. Leur relation sociale positive ne semble pas fonctionner. On le voit, il y a une évidente jalousie concernant d'autres qu'eux, qui arrivent à être en couple, et une impossibilité pour eux de se remettre en question, ce qui les fait déduire que le champ de séduction est comme une espèce de marché concurrentiel, qu'ils colorent de leur métier, interprétant que les femmes choisissent des gens qui paraissent forts, sécuritaires, sans penser à tous les autres aspects d'une personne et la relation elle-même. On voit une absence totale d'orientation autonome concernant les relations sociales, aucune possibilité joyeuse, aucun peut-être positif n'est envisagé, ni même relation de sympathie mutuelle, à égalité, n'est évoquée comme une possibilité. Tout semble combat concurrentiel. Il n'y a aucune mention d'ouverture à l'autre, de curiosité vis-à-vis de l'autre, quant à qui il serait, ou ce qu'il pourrait vivre avec lui. L'autre n'est que soit menace, soit dominé, soit à dominer. On voit aussi l'orientation contrôlée dans leur absence d'internalisation du métier ou du code de déontologie. L'orientation contrôlée est une somme de motivations extrinsèques, non autonomes. Autrement dit, l'individu fait des comportements non pas parce que cela le motive, ou qu'il estime encore que c'est juste, ou encore qu'il estime que c'est important de les faire, mais seulement pour éviter les punitions, pour gagner des récompenses, pour être bien perçus. On voit ici qu'ils n'ont pas internalisé le métier de policier, ou qu'il ne l'est plus. On le voit avec le parcours de Nicolas, qu'on peut être une personne assez basse score, assez originalement, et pour autant tomber dans le RWA, dans le SDO progressivement, étant donné qu'ils ne veulent pas protéger les personnes, mais rêvent plutôt de les tuer à travers d'une situation de génocide. Ils sont même contre leur rôle.
Quant au code de déontologie, c'est totalement hors sujet. On en vient à un point où l'on se demande quel est le rôle du policier selon eux, parce que les seuls points qui semblent les motiver un peu sont le port d'armes, comment être violent en toute légalité, ou de façon débrouillarde, comme les vidéos sur YouTube. Mais il n'y a aucune espèce d'envie de stopper les crimes. Au contraire, on le voit dans le fait qu'ils estiment les féminicides comme mérités, selon leur interprétation raciste. Heureusement que le contexte n'est pas complètement autoritaire, sinon j'ai l'impression qu'ils obéiraient en premier lieu avec adhésion à des demandes génocidaires. Ce qui nous amène à cette question inattendue. Est-ce qu'au fond, le fait que ces individus soient soumis aux pressions extérieures, peu autonomes et en orientation contrôlée, ne serait-il pas un garde-fou qui empêche le passage à l'acte ultra-violent ? Que ce contrôle sur eux-mêmes se légitime au vu de leurs souhaits meurtriers, et qu'en fait le contrôle hiérarchique strict, qui posait grand problème dans nos exemples précédents, est ici finalement une nécessité pour éviter des dérives encore plus graves au vu des intentions qu'ils formulent en privé. Ou est-ce qu'au contraire, ce sont les environnements contrôlants, cumulés de leur vie, qui les ont rendus ainsi ? La SDT nous dirait que ce sont les environnements sociaux contrôlants qui les ont privés de toute autonomie et rendus ainsi qu'ils n'ont pu développer d'internalisation pour leur métier par exemple, et encore moins les charger d'inspiration intrinsèque. Au fond, les deux positions se superposent. Il y a comme une addiction au contrôle chez l'individu qui en a été victime et qui, maintenant qu'il a atteint un niveau extrêmement chargé de RWA et de SDO, est finalement devenu dépendant de ce contrôle extérieur, faisant office maintenant de garde-fou. Mais sur le terrain, que faire ? Formulé comme ça, on dirait presque des chiens catégorisés à tenir en laisse. C'est un petit peu le truc voulu, hein, je pense. Il y a ce côté-là, justement, de dire, bon, en gros, maintenant qu'on constate ça, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que ces structures, ça les garde sous contrôle ? Parce que s'il n'y avait pas ces structures, ils seraient comme des chiens de combat en train de trucider tout ce qu'il y a autour. Sauf que, en fait, ça vient avec la deuxième partie de la question, mais finalement, est-ce que s'ils sont comme ça aujourd'hui, c'est pas parce que la structure les a poussés à ça ? Et c'est là où, du coup, l'analogie avec des chiens en laisse est logique. Les chiens en laisse, c'est pas pour rien qu'ils sont en laisse, c'est parce qu'on les entraîne au combat. C'est parce que, justement, à la base, ce sont pas des animaux qui sont violents, mais on les a poussés, on les a formés à être violents. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce qu'on voit tout le paradoxe du truc. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ce sont des personnes qui ont peut-être un fonctionnement, on va dire, violent à la base, qui est dû notamment à ce par quoi ils sont traversés, que ce soit au niveau de leurs collègues, de leur famille, de leurs amis, de leur expérience personnelle, mais en même temps aussi par le travail, qui les forme, qui les pousse à avoir tout un tas de comportements. Et du coup, on se retrouve vraiment avec, je pense, une analogie du chien de combat qui est assez logique. On les a créés, on les a constitués pour être violents. Et en même temps, ils sont dans une structure qui les connaissent, les savent être violents, et les là aussi pour les maintenir, tout en gardant le bagage d'entraînement à la violence, on va dire. La structure de la police sait parfaitement que ses membres sont violents. Elle le sait, elle le cultive, mais je pense qu'également, elle les réfrène, en leur disant non, vous n'allez pas comme ça attaquer des Jean-Michel random, vous vous attendez qu'on vous donne des ordres. Par contre, le jour où il y a un ordre, ça va craindre de ouf. Pour le coup, ça veut pas dire que je défends la police, ni de près ni de loin, à aucun niveau. Pour moi, il faut tout cramer, qu'on soit d'accord. Je suis abolitionniste de la police. Pour moi, il faut passer à de l'autogestion, il faut essayer de faire des choses ensemble, en groupe, il faut arrêter de tout centraliser, et il faut arrêter de mettre en place des institutions débiles comme ça. Vraiment. 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 Mais pour autant, la question est assez intéressante. Je continue. Lors des manifestations contre la loi travail en 2018, une collègue chercheuse en information et de communication me disait qu'elle avait commencé à observer des violences policières et que les violences étaient beaucoup plus intenses lorsque les policiers étaient isolés de leur hiérarchie directe. Que la hiérarchie, ici, contrairement au résultat de 1000 grammes, prévenait les violences, ce qui me semble être l'expression de l'orientation contrôlée, qui appelle au contrôle, en un cercle vicieux sans fin où l'on ne sait plus qui est la cause de quoi. Cependant, maintenir un fort contrôle parce que les individus sont en orientation contrôlée est une forme d'aveu d'échec, car l'environnement n'est pas composé de personnes autonomes, responsables, ayant bien internalisé leur métier selon des aspirations intrinsèques. Sauf si, évidemment, le but de l'environnement, ou les conséquences de son manque de réflexion concernant les structures adaptées, est d'avoir des personnes non autodéterminées à disposition, qui obéiront aux ordres, même les plus anti-altruistes possibles, sans en questionner leur sens ou leurs conséquences, selon des performances données. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec du coup ce qu'a fait comme observation et comme retour la collègue chercheuse, dans le sens où
Attendez, c'est la collègue chercheuse ou c'est V6 Papapap. Non, la collègue a juste fait un constat. Et c'est du coup V6 qui essaye de poser une potentielle explication qui est du coup que le contrôle appelle au contrôle, ce qui est vrai en soi, hein, si vous sapez des besoins d'autonomie, bah, du coup la personne est en demande de contrôle, même dans le cas où vous lui mettez une situation où elle est en autonomie. Pour moi, le truc qui fait que, notamment pour les lois au travail de 2018, et du coup pour les manifestations et les violences qu'il y a eu, pour moi la hiérarchie a sciemment choisi de ne pas être là. C'est-à-dire qu'ils ont entraîné une certaine manière de fonctionner au niveau de la police, au niveau des policiers. Ils les ont mis littéralement en première ligne et ils les ont lâchés justement en sachant pertinemment ce qui allait se passer derrière. C'est là où pour moi du coup on n'est pas au bon niveau d'analyse. Dans le sens où bien sûr que si les policiers ont réagi comme ça, c'est parce qu'ils sont formatés à avoir du contrôle, à avoir besoin du contrôle, parce qu'ils sont dans un cadre ultra contrôlant, qui leur laisse pas la possibilité de voir autrement que par le prisme du contrôle, et que du coup, une fois lâchés, ben, on tombe sur des violences assez intenses. Mais en fait, pour moi, il y a une vraie politique derrière de la part des pouvoirs publics, et plus particulièrement du coup des institutions policières, qui était de justement faire exprès de laisser les policiers dans ces situations-là pour qu'il puisse y avoir une certaine violence qui se mette en place pour faire peur. On le voit aujourd'hui à la manière de fonctionner, hein. Et pour moi c'est aussi ça qui fait que je le vois comme ça, c'est parce qu'on voit l'évolution justement de l'impact de la police dans les manifestations. Ça a toujours été un gros bordel, les flics en manifestation, ça n'a jamais été quelque chose de très bon et très positif, hein, de manière très récurrente et depuis très longtemps, mais il y a vraiment un cap qui s'est franchi je trouve ces dernières années, et notamment en France, où on voit vraiment que la police est là pour faire peur, elle n'est pas là pour s'assurer que les choses se passent bien, elle est là pour faire peur, pour dire aux manifestants non tu ne manifestes pas, tu rentres chez toi et tu fermes ta gueule. Et pour moi c'est là où ils ont joué là-dessus, au niveau de la hiérarchie, c'est justement de faire exprès de lâcher des flics seuls, ou assez isolés en tout cas, face aux manifestants, pour que du coup ils fassent preuve d'une violence beaucoup plus haute, et pouvoir dire derrière, ah bah non, nous on n'était pas là, on ne les a pas contrôlés, donc c'est pas notre faute, hein. Ah non, non, nous on dit même que c'est pas bien, hein. Bon, il y aura un non-lieu, ça sera classé sans suite, tout ce que tu veux, hein, mais on dira toujours que bah non, vous avez vu, la hiérarchie n'était pas là. Et pour moi, il y a vraiment une situation politique de ces fonctionnements-là. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ne connaissent pas toutes les études qui sont faites. À l'époque où moi j'étais en études, il se trouve que mes enseignants travaillaient notamment pour l'État, ils étaient missionnés par l'État pour travailler et donner des retours sur tout ce qui est les centres de déradicalisation qui a été mis en place grâce à Sarkozy. Un truc qui était très rigolo, alors ça n'existe plus hein, d'ailleurs, enfin je crois que ça n'existe plus pour le coup, que ça tout ça a été fermé, mais en gros Sarkozy avait eu une idée incroyable, il avait dit on va faire des centres dans lesquels on va prendre des gens où on pense qu'ils sont radicalisés et on va leur dire que c'est pas bien de se radicaliser contre la France. On va leur apprendre le vrai amour de la France. Donc du coup, ils sont allés chercher plein de gens de plein d'endroits, généralement des banlieues, étonnamment, plutôt pauvres, étonnamment. Et du coup, ils ont mis tous ensemble, avec parfois certaines personnes qui sont vraiment des personnes extrémistes et violentes. Et ils ont donné un espèce de bassin raciste, ultra-nationaliste dégueulasse, bien discriminant, envers ces personnes, en se disant, bah du coup, en faisant ça, ils vont nous écouter et ils vont se dire qu'on est vraiment les gentils. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah évidemment, ça a fait l'effet inverse, les gens se sont radicalisés. Les centres de déradicalisation ont réussi surtout à radicaliser des gens contre l'État. Bravo. Bravo les gars, vraiment bravo. Et le truc, c'est qu'à l'époque où moi j'étais en études, ils avaient demandé justement à notamment mes enseignants de donner des retours sur comment ça marche, est-ce que c'est une bonne idée, pas bien, et tout ça. Et mes profs avaient déjà dit à l'époque, mais c'est débile. Ça ne va pas marcher. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez produire des gens radicalisés. Point. Et ça n'a jamais été écouté. Pour autant, l'information est passée. Ce que ça sous-entend pour moi, c'est qu'il y a une vraie volonté de pouvoir taper, en fait. De pouvoir dire, regardez, on a un bouc émissaire, c'est eux. Et en faisant justement des centres comme ça, qui ont ces fonctionnements-là, ce sera ultra négatif, ça vous permet d'avoir du coup des gens qui se radicalisent, et du coup des gens sur lesquels vous pouvez dire, ah bah voyez, on avait raison, ils sont mauvais. Bon, on leur a tapé dessus, on les a mis dans la merde pour que du coup ils se retrouvent dans la situation où eux-mêmes font faire ça. Mais du coup, bah vous voyez, c'est des méchants, hein. Donc pour moi, il y a vraiment une logique derrière là, au niveau du fait d'avoir lâché des flics pendant les manifestations 2018, pour les pousser justement à faire preuve de violence. Parce que pour moi, il y a vraiment une utilisation en fait du gendarme lambda, quoi.
Je continue à rattraper un petit peu. Quand on voit qu'en Allemagne, la police a mis en place des négociateurs qu'ils envoient en premier, c'est aussi un problème français. Mais c'est pas qu'un problème français, mais il y a vraiment une utilisation des forces de police en France qui est ultra problématique parce que justement, c'est fait comme ça. Et c'est de la merde. C'est de la merde. Et encore une fois, il ne faut pas croire que les politiques, les personnes qui sont les cadres de la police ne sont pas au courant de ça. Ils ont des éléments de retour qui sont faits, que ce soit au niveau des laboratoires qui sont publics, hein, notamment de psychologie, et qui étudient ces questions-là, et qui font des retours, qui font des dossiers, qui quand même font des réunions assez régulièrement avec les personnes de l'État pour justement expliquer un peu tout ça. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Les gens ne sont pas particulièrement tous incompétents. Il y a des gens qui sont d'une incompétence folle au niveau des gouvernements, clairement, mais il y en a plein qui ne le sont pas, hein, et qui ne sont pas juste là par népotisme foireux. Il y en a aussi certains qui sont là parce qu'ils savent très très bien utiliser les ressorts, notamment qui ont été travaillés en sciences humaines et sociales, qui ont été mis en lumière par les sciences humaines et sociales, et qui sont très intéressés et très intéressants pour les politiques. Les politiciens ont les retours, mais qui les écoutent, c'est autre chose. Et c'est là où pour moi, il y a une... Alors, autant je pense qu'il y a vraiment des gros débiles, on va dire ça comme ça, autant je pense qu'il y a vraiment des politiciens qui sont extrêmement incompétents, d'une part, autant je pense que ce serait une erreur de croire qu'ils sont tous foncièrement particulièrement incompétents. Il y en a plein qui sont très, très compétents, qui écoutent, qui comprennent, et qui choisissent sciemment parce qu'ils comprennent aussi les limitations du truc, qui peuvent continuer à pousser. Il y a quelques temps, par exemple, on avait... merde, comment il s'appelle ? L'ancien Premier ministre, avant Castex, c'était... parce que là, maintenant, on a Borne, mais avant, on avait Castex, et avant, on avait... Oh, j'ai oublié son nom. Édouard Philippe. On avait Édouard Philippe. Édouard Philippe a fait une intervention il y a quelques temps qui a fait parler de lui, du coup, où justement, il dit, en gros, en fait, on se dit que ça va exploser, on sent bien que là, la population, elle est vénère, mais en fait, on pousse un petit peu, et puis ça passe. Alors, du coup, on continue. Et en fait, ça passera tant que, en gros, les gens se soulèvent pas suffisamment pour nous bloquer. Et même s'ils se soulèvent pour nous bloquer, on attend un petit peu, puis on refera passer, parce que du coup, comme ils sont soulevés, ils sont mobilisés, ils peuvent pas se remobiliser tout de suite, et donc du coup, on peut refaire passer un petit peu après. Et donc, on voit bien qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Ils savent la violence que ça fait. Ils en ont parfaitement conscience. Ils ont une compréhension particulièrement bonne là-dessus. Ils sont pas incompétents sur ça. Ils sont incompétents sur le fait qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est de la merde d'être violent sur les 3/4 du peuple. C'est ça où il fait qu'ils sont incompétents. Par contre, ils ont parfaitement compris comment est-ce qu'ils pouvaient y aller comme des gros bourrins dégueulasses pour leur intérêt propre. Ils connaissent parfaitement leur intérêt propre, ils savent parfaitement comment faire en sorte que leur intérêt propre continue à passer devant, et c'est pour ça qu'ils continuent de pousser encore et encore. Parce qu'ils ont conscience, et ils sont les premiers à l'avoir conscience, que si à un moment donné, en face, ça se lève tous ensemble, ils pourront rien faire. Ils pourront rien faire, ils pourront juste s'incliner et dire pardon des os, on arrête. Mais tant que ça ne sera pas fait, ils peuvent y aller, et ils ont conscience que les gens n'ont pas conscience de ça, justement, parce qu'ils connaissent comment ça fonctionne. Alors, je pense personnellement qu'à force de tirer, il va finir par y avoir un soulèvement, parce que c'est ce qui s'est passé toujours systématiquement dans tous les fonctionnements humains autoritaires. Il y a toujours un moment donné où, au bout d'un moment, qui peut être long, malheureusement, ça finit par avoir trop tiré, et tu as des gens qui vont se lever et qui vont tout foutre le sbeul partout. Mais généralement, le problème, c'est que derrière, ça va mettre en place d'autres personnes qui sont pas beaucoup plus positives, qui vont utiliser justement les mouvements de population pour se mettre à leur avantage à la place de ceux qui, pour l'instant, en profitent. Donc bon, c'est pas très encourageant. C'est peut-être pour ça que je suis assez pessimiste, en vrai. Je continue à rattraper. Ils sont très compétents pour faire leur populisme, c'est leur taf. Cette allocation de machin Philippe, là, elle est glaçante. Ouais, Édouard Philippe, enfin bref, c'est glaçant de vérité, on va dire. Je continue à rattraper. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de la Constitution française, a défini la philosophie de l'action policière. Son premier article affirme que la sûreté fait partie des droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme. Le 12e, que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Dans cet esprit républicain, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité de janvier 1995 a énoncé les missions prioritaires de la police nationale, confirmées par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure d'août 2002. La sécurité et la paix publique consistant à veiller à l'exécution des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à prévenir les troubles à l'ordre public et la tranquillité publique ainsi que la délinquance,
La police judiciaire ayant pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher, de constater les infractions pénales, de rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter, de les déférer aux autorités judiciaires compétentes. Le renseignement et l'information permettant d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la nation et de la souveraineté nationale. Les missions assignées à la police nationale mettent en œuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, en premier chef ou en soutien par les 3 missions. Les synergies se concentrent selon 5 axes. Assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Maîtriser les flux migratoires et lutter contre l'immigration illégale, lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue, protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme, maintenir l'ordre public. Et c'est là où tu vois que ça pue le cul. Il y a un gros problème en fait, c'est qu'on te dit bien assurer la sécurité des biens des institutions. Maîtriser les flux migratoires, lutter contre l'immigration illégale. Sous-entendu, on veut pouvoir choisir qui vient. Donc tout ce qui est un petit peu racisme et compagnie, discrimination, très bien. Pareil, quand vous avez maintenir l'ordre public. Le problème, c'est que là, vous ne vous assurez pas en fait de répondre aux besoins et aux attentes du peuple. Vous vous assurez de répondre aux besoins et aux attentes des institutions, de l'État, avec un E majuscule. Sauf que c'est pas forcément la même chose. Les intérêts de l'un n'est pas forcément les intérêts des autres. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la police est un gros problème. Parce qu'elle maintient en place un système qui n'est pas bon pour la grande majorité des gens. Mais le problème, c'est que le système qu'elle maintient, c'est l'État. Et l'État, il veut se maintenir. Il veut beaucoup se maintenir. Il aime beaucoup se maintenir. Pourtant, il chie sur plein d'autres gens. L'État, il se contente pas juste de chier sur la majorité du peuple français. Il vient chier sur la majorité des gens qui dépendent, de près ou de loin, des intérêts français. Par exemple, tous les anciennes colonies, tous les pays qu'on a dit « Ah, c'est bon, vous êtes libres !» Bon, par contre, on contrôle à peu près 90% de vos économies. Mais franchement, vous êtes libres, promis. On n'est pas des colons impérialistes, vous avez vu, on vous a libérés. On est gentils, on vous a accordé l'indépendance. Bon, parfois, c'était un peu compliqué, mais quand même, on est sympa. Plein de trucs comme ça où en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont dans une merde innommable et que la police française vient aussi intervenir pour ça. C'est bien, Le respect avec la violence sera plus tourné contre eux parce qu'ils seront plus là, même s'ils ont participé au truc. Oui, clairement. Clairement. En résumé, dans ses fondements, la police est à la fois au service de la protection et de la population et au service de l'État. Or, entre les aspirations du peuple et les aspirations de ceux qui sont à la tête de l'État, il y a des visées qui s'opposent totalement, qui entrent en conflit, des conceptions particulières de ce que sont l'ordre et le désordre. Par exemple, des citoyens vont sauver des migrants arrivant de façon illégale au nom des droits de l'homme, au nom d'un altruisme, parce qu'ils ne peuvent laisser la vie, parce qu'ils peuvent leur sauver la vie, et estiment que c'est un devoir d'engager ses capacités de sauver ces vies. Parallèlement, la police est envoyée pour entraver ces sauvetages, voire pour arrêter les sauveteurs, où on peut encore parler de cet été où les flics sont venus en pleine canicule détruire les réserves d'eau. Les flics sont venus détruire des réserves d'eau, vous savez, un truc qui est un peu vital à la survie humaine, dans des camps de migrants, parce que voilà, c'est le désordre des migrants, donc on va les laisser crever en pleine canicule. Littéralement, ils viennent mettre en danger la vie des gens, ils viennent tuer des gens. Elle est belle la police, Si l'on suit les fondements de 1789 de ce que devait être la police, la sûreté fait partie des droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme, et que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, le rôle ordonné de réprimer des gens qui agissent au nom des droits de l'homme devrait être illégal. Au contraire, même, la police devrait les aider à sauver les personnes, puisque elle-même devrait suivre les droits de l'homme. Les missions synergie qui sont données à la police entrent très souvent en contradiction, voire en paradoxe avec ses fondements, ce qui n'arrange pas du tout ce cercle vicieux du contrôle et de ses dérives. La police tue, on le rappelle, oui. Oui. Ça fait combien de temps la VOD, par contre, question existentielle? La VOD, c'est depuis 11h44 et il est presque 13h. On va faire une pause repas. Donc, petite fougère de YouTube. J'espère que tu apprécies cette VOD-là. Intense, comme toujours. On s'énerve, comme toujours. Mais c'est quand même pas mal. Je te souhaite une bonne fin de VOD, un bon moment, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit à laquelle tu regardes cette VOD. Et puis, à très bientôt pour la suite. Des bisous. Ciao.